Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Z sur 7, bienvenue dans votre podcast quotidien. Nous sommes le 20 décembre et votre podcast du jour est animé par Jean-Pascal Ledoux. Avant de plonger dans les sujets du jour, nous aimerions connaître votre avis sur le podcast Z sur 7. Partagez-nous votre expérience d'auditeur en répondant à l'enquête disponible dans le texte accompagnant cet épisode. Grâce à ces précieux retours, nous reviendrons en 2025 avec une version encore améliorée de Z sur 7. Merci d'avance. À la une de votre actualité, Digi débarque en Belgique, mais... Les réactions des opérateurs traditionnels ne s'est pas fait attendre. Ça bouge du côté des transports en commun. Une nouvelle offre de train relie désormais Paris à Bruxelles à un tarif très avantageux. Notre volonté est vraiment de renforcer la mobilité durable à l'intérieur de l'Europe. Nous retrouverons également notre partenaire, le CCB, avec un tour d'horizon des cybermenaces pour terminer par un coup d'œil sur les changements fiscaux, une analyse proposée par Itinera. Z sur 7 à la une. L'arrivée de Digi sur le marché belge ne réjouit pas Proximus, Orange et Base, mais elle profite pleinement aux consommateurs. Une étude réalisée par le comparateur Call Me Power révèle que les mentalités ont commencé à évoluer au cours des 2 dernières années. Antoine Destrument est expert en télécommunications pour Call Me Power. Les Belges comparent davantage, ils sont plus sensibles au prix, mais aussi à d'autres critères comme la qualité de l'offre et du service client. Ils cherchent des offres plus adaptées. Les packs restent populaires, mais on observe une baisse de 7% des souscriptions de packs entre 2022 et 2024 au profit d'offres séparées. Digi secoue le marché, mais son impact reste pour l'instant modeste, tout comme ses services. Si la 4G est bien proposée, l'offre Internet demeure presque inexistante. Pas de quoi rivaliser directement avec les 3 opérateurs historiques, pourtant chacun d'eux a déjà réagi, comme l'explique le journaliste de Trends Tendance, Olivier Mouton. Proximus notamment réagit via sa marque entre guillemets low cost Mobile Viking, donc effectivement c'est plus sur ce marché-là, mais malgré tout les comportements des usagers évoluent peu à peu. Je dis peu à peu parce que il y a quand même toujours 80% des utilisateurs qui restent avec leur opérateur historique, ou en tout cas qui ne changent pas. Mais ici il y a une porte qui s'ouvre sur laquelle on communique beaucoup. Et les opérateurs réagissent bien plus vite que les consommateurs. Selon l'IBPT, le régulateur belge, les tarifs en Belgique se rapprochent désormais de ceux pratiqués en France. Les réactions des opérateurs traditionnels ne s'est pas fait attendre. Orange a aligné une offre via sa marque A-Telecom. Proximus a diminué les prix de Mobile Viking. Et Base va offrir plus pour le même prix à partir de janvier. Z sur 7 à la une. Bienvenue dans la Minute Cybersécurité, où nous jetons aujourd'hui un regard sur l'avenir. Quelles sont les principales cybermenaces auxquelles les PME peuvent s'attendre dans un avenir proche? Et quelles mesures de sécurité devrons-nous prendre en 2025 pour nous en protéger? Nous nous entretenons aujourd'hui avec Cathy Grimaud du Centre pour la cybersécurité Belgique. Quelles sont les 3 principales cybermenaces auxquelles les PME vont devoir faire face dans les années à venir? Dans un avenir proche, 3 cybermenaces sont à surveiller de près par les PME. Premièrement, des attaques de ransomware sophistiquées. Les ransomware continuent d'évoluer et de devenir plus sophistiqués. Les attaquants utilisent de nouvelles techniques pour accéder aux données de l'entreprise et exigent désormais souvent non seulement une rançon pour le décryptage, mais aussi pour la non-divulgation de données sensibles. Pour de nombreuses PME, une telle attaque pourrait avoir des conséquences fatales. Cette situation reste préoccupante. Deuxièmement, les attaques liées à l'Internet des objets. Avec la croissance des dispositifs IoT au sein des entreprises, des systèmes de sécurité intelligents aux appareils connectés sur le lieu de travail, la surface d'attaque pour les cybercriminels augmente. Ces dispositifs sont souvent vulnérables aux attaques car ils sont moins sécurisés que les systèmes informatiques traditionnels, ce qui peut en faire des passerelles pour les pirates. Et enfin, les attaques de la chaîne d'approvisionnement 2.0. Les attaques de la chaîne d'approvisionnement continueront d'évoluer. Les attaquants cibleront non seulement les fournisseurs, mais aussi leurs systèmes internes et leurs partenaires, ce qui rendra les PME plus vulnérables aux attaques via des réseaux de confiance.
En s'introduisant dans un maillon faible, les attaquants peuvent voler des données ou compromettre des systèmes tout au long de la chaîne. Plus concrètement, pouvez-vous nous donner un exemple de l'une de ces menaces pour une PME en 2025 ? Imaginez une PME en 2025 qui s'appuie sur des dispositifs IoT intelligents pour la sécurité des bureaux et le contrôle de la production. Ces appareils se connectent tous au réseau de l'entreprise et sont essentiels aux opérations quotidiennes. Un cybercriminel accède au réseau via un appareil IoT mal sécurisé et installe un ransomware, ce qui éteint complètement les appareils et interrompt les activités de l'entreprise. Les criminels exigent une rançon pour l'accès, ainsi qu'une somme supplémentaire pour ne pas divulguer les données sensibles. Cela signifie non seulement une perte de productivité et des coûts élevés, mais aussi une atteinte potentielle à la réputation. Pour de nombreuses PME, une telle attaque peut même être fatale et menacer leur avenir. Chers auditeurs, voici quelques conseils de sécurité applicables aux particuliers et aux PME pour se protéger contre ces menaces en 2025. Pour se préparer aux cybermenaces de 2025, je recommande les 3 conseils de sécurité suivants. Premièrement, utilisez l'authentification à 2 facteurs partout où vous le pouvez. C'est une évidence. Tous les appareils connectés doivent être sécurisés à l'aide de mots de passe forts et d'une authentification à 2 facteurs lorsque c'est possible. En outre, assurez la segmentation du réseau afin que ces appareils ne soient pas directement connectés au reste du réseau de l'entreprise. Il est ainsi plus difficile pour les attaquants d'accéder à d'autres données de l'entreprise via un seul appareil. Deuxièmement, mettre en place une sécurité de confiance zéro. La confiance zéro consiste à ne faire confiance à aucun autre utilisateur ou appareil de manière automatique, même au sein de votre propre réseau. Chaque système et chaque utilisateur doivent continuer à s'authentifier. Cela permet de prévenir les ransomware sophistiqués et les attaques de la chaîne d'approvisionnement en contrôlant strictement chaque accès. Et enfin, faites dès aujourd'hui les premiers pas vers une politique de cybersécurité à part entière. Les Cyber Security Fundamentals sont accessibles gratuitement à toutes les PME. Z sur 7 à la une. Le premier train belge aux couleurs de la marque Ouigo a quitté la gare de Paris-Nord pour rejoindre Bruxelles Midi en 3 heures. Cette nouvelle offre ferroviaire low cost sera désormais disponible 3 fois par jour dans chaque sens. Écoutons Tom Guillaume, porte-parole de la SNCB. Nous lançons une nouvelle offre de train classique qui va relier Bruxelles à Paris en faisant 3 arrêts sur des gares sur la ligne. Donc, il y aura un arrêt à Mons, à Aulnoy-Aymeries et à Creil. C'est une offre classique, donc ce n'est pas un TGV. Ce n'est pas la première incursion de la SNCB et de la SNCF sur le segment du low cost. Une autre ligne a été lancée par la SNCB cet été à l'occasion des Jeux Olympiques. Cette fois, les tarifs pour Ouigo varient entre 10 et 59 € par trajet en fonction de la date de réservation et des options de voyage sélectionnées. Évidemment, le conseil que nous donnons aux voyageurs est de réserver le plus tôt à l'avance. Les billets sont disponibles plusieurs mois à l'avance. Il y a donc une offre en 2e classe qui est disponible, aussi un tarif XL. Les enfants de moins de 12 ans peuvent voyager gratuitement dans ce train. Il est aussi possible d'emporter un vélo. La Belgique n'est pas le premier pays à adopter le service ferroviaire low cost lancé par la SNCF en 2013 sous le nom de Ouigo. Depuis 3 ans, ce modèle est également présent sur le réseau ferroviaire espagnol. En Belgique, le partenariat se concentre principalement sur le volet des effectifs. Jérôme Lafont, directeur général de Ouigo. C'est du 50-50, c'est-à-dire que vous avez à la fois des conducteurs et des chefs de bord français et belges qui se répartissent selon les trains. Et le matériel est apporté par SNCB, et puis SNCF Voyageurs apporte la marque Ouigo. Le lancement de cette offre plus accessible répond également à l'intensification de la concurrence autour des gares, notamment avec l'essor des services de covoiturage et des grandes lignes de bus. Notre volonté est vraiment de renforcer la mobilité durable à l'intérieur de l'Europe. Et donc ce train ici s'insère dans cette volonté des 2 compagnies ferroviaires. Les premiers retours que nous avons, vu les taux de réservation, montrent qu'il y a un réel engouement pour ce type de mobilité. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. L'expert boursier Christophe De Smet de BNP Paribas Fortis commente aujourd'hui la mauvaise réaction des indices américains à l'annonce de la Fed.
En effet, la Banque centrale américaine a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base pour la 3e fois consécutive, une décision largement anticipée par le marché. La Banque centrale américaine a été un peu plus sévère que d'habitude, un peu plus hawkish, et donc elle table désormais sur une baisse des taux à 2 reprises en 2025, ce qui n'était pas le cas au mois de septembre. Là, elle parlait de 4. Et donc 2 baisses des taux avec un focus sur l'inflation qu'elle voit monter de 2,10 à 2,5% d'ici 2025 n'a pas été bien perçu par les marchés. À côté de cela, il y avait aussi certains membres de la FED, du comité, qui n'étaient pas d'accord avec la baisse des 25 points de base hier soir. Ceci a engendré des prises de bénéfices sur les marchés actions. Le résultat des courses est que aujourd'hui, on voit encore une plus grande divergence entre la politique de la Banque centrale européenne, qui, elle, va continuer à baisser ses taux à 4 reprises en 2025, et celle de la FED, qui est beaucoup plus restrictive. La mauvaise réaction s'est propagée à d'autres indices boursiers. Aujourd'hui, on voit que le dollar a dépassé le seuil de 1,04 € et on peut estimer que d'ici peu de temps, on risque d'arriver à une parité 1 € étant 1 $. À côté de cela, il y a aussi les taux qui ont augmenté suite à la décision de la FED et des commentaires de la FED. Aujourd'hui, on voit les taux à 10 ans à du 4,5%, ce qui est quand même assez élevé. Et à côté de cela, il y a aussi l'or qui a baissé hier d'1,5%, l'or étant libellé en dollars et donc plus cher pour nous, en tant qu'Européens, à l'acheter dans le futur. L'économie en mouvement. Le think tank Itinéra dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. Nous retrouvons à présent Jean Hendricks d'Itinéra. Le monde change et cela va bouleverser notre fiscalité. 4 grandes tendances bouleversent nos sociétés. Il s'agit de la révolution de l'information, la mondialisation, le vieillissement et les questions climatiques. Première question. Quelle est la révolution de l'information ? La numérisation augmente l'information disponible pour percevoir l'impôt. En particulier, elle permet au gouvernement d'accéder à davantage d'informations sur les transactions et activités économiques des contribuables. Les informations issues de diverses sources peuvent ainsi être agrégées pour mieux lutter contre la fraude fiscale et augmenter la capacité fiscale des États. Les gouvernements peuvent par exemple avoir recours à l'imagerie satellitaire pour appliquer des taxes foncières. Cela se fait déjà dans certains pays. La réduction des contraintes liées à l'information devrait modifier notre façon de taxer et augmenter la capacité fiscale de l'administration. En outre, la numérisation facilite la déclaration par des tiers, non seulement des revenus du travail, mais aussi de la consommation, des revenus du capital et des actifs. En particulier, la TVA est perçue par les plateformes numériques et non pas payée directement par le consommateur. Elle est perçue à la source, comme les cotisations sociales et les impôts sur les salaires sont perçus à la source par les employeurs. Deuxième question. Quelle est la tendance concernant la mondialisation ? La mondialisation facilite la délocalisation des bénéfices et le transfert des bénéfices dans les paradis fiscaux notamment. La question est de savoir comment des juridictions locales peuvent taxer les entreprises globales, mondiales. Le deuxième aspect de la mondialisation est qu'elle concentre le pouvoir dans des grands agglomérats, des grandes sociétés multinationales. La numérisation et l'intelligence artificielle vont exacerber ces pouvoirs de marché des grandes multinationales et augmentent le pouvoir des élites, ce qui limite la possibilité d'une taxation progressive des plus riches. Les plus-values en capital ne sont taxées en particulier que si elles sont réalisées. Et en Belgique, même si elles sont réalisées, elles ne sont pas taxées. Ceci pose un problème de justice fiscale. La mondialisation augmente aussi la mobilité des facteurs de production, la délocalisation du travail et la délocalisation du capital. Cela exige de changer probablement de paradigme. Aujourd'hui, le paradigme central de notre fiscalité repose sur le principe d'origine. On taxe sur base du lieu de production. Or, les facteurs de production sont de plus en plus mobiles. Une alternative est de taxer sur base du lieu de résidence, ce qu'on appelle le principe de destination, plus robuste face à la mondialisation car il dépend de la localisation du consommateur et des résidents. Le principe de destination est en fait déjà
pratiquée couramment pour la perception de la TVA qui se fait sur base du lieu de résidence. La troisième tendance est le vieillissement de la population, c'est une tendance démographique. Ici, le problème est que l'imposition des revenus du travail va être de plus en plus difficile lorsque le nombre de travailleurs diminue par rapport au nombre de retraités. On s'attend par exemple en Belgique à voir baisser le nombre de travailleurs par rapport au nombre de retraités à l'horizon 2040 de plus de moitié. Ceci exigerait, pour maintenir constant les niveaux de pension, d'augmenter de moitié l'imposition sur le travail. Cela n'est pas concevable et donc la Belgique utilise déjà ce que l'on appelle du financement alternatif via les recettes de TVA et des subsides de l'État pour combler l'écart croissant entre les dépenses de sécurité sociale et les cotisations sociales. Troisième question. Pour finir, quelles sont les tendances pour le climat et les enjeux publics globaux ? Ici, l'idée est d'imposer une taxe carbone au niveau international pour lutter contre le changement climatique. C'est un enjeu public mondial et les taxes carbone sont supposées refléter le coût social des émissions de gaz à effet de serre pour les décourager. D'autres taxes correctives sont envisageables en matière d'enjeux publics globaux. Le principe général est de taxer tout ce qui nuit, tel que les déchets, les plastiques, de subsidier ce qui est souhaitable, tel que la biodiversité, et réguler par l'impôt d'autres problèmes publics mondiaux, tels que la santé publique, les pandémies, la contagion dans le secteur financier avec les cryptoactifs. Pour faire face à ces 4 grands défis, nous aurons besoin de nous unir. Une Europe forte est absolument indispensable. Ces méga-tendances entraînent des changements de nos systèmes fiscaux qui ne peuvent être efficacement résolus que de façon concertée entre les différents pays membres. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Z sur 7 prendra bientôt une courte pause durant la période des fêtes. Je vous remercie pour votre fidélité à Canal Z et je vous laisse en compagnie de Cathy du Centre Cybersécurité Belgique. À demain. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité. Bienvenue à la Minute sur la cybersécurité. Je m'appelle Cathy et je vous présente aujourd'hui le Cyber Fundamentals Framework du Centre pour la cybersécurité Belgique. Le Cyber Fundamentals Framework est un ensemble de mesures concrètes visant à protéger les données, réduire considérablement le risque de cyberattaques les plus courantes et augmenter la cyber-résilience d'une organisation. Pour répondre à la gravité de la menace à laquelle une organisation est exposée, 3 niveaux d'assurance sont proposés en plus du niveau Small, basique, important et essentiel. Le niveau initial Small permet à une organisation de procéder à une première évaluation en excluant les aspects liés au développement d'applications internes. Le premier et le plus important des conseils de base de ce niveau est l'implémentation de l'authentification à 2 facteurs dans la mesure du possible. Protégez votre entreprise en utilisant le Cyber Fundamentals Framework dans votre organisation. Vous trouverez plus d'informations sur notre site web atwork.cephoneweb.be. Le Centre pour la cybersécurité Belgique. Œuvrons ensemble à un avenir plus sûr dans le domaine de la cybersécurité.